La seule chose qui compte pour perdre du gras, c'est d'être en déficit calorique. C'est ce qu'on nous dit en tout cas, mais c'est une simplification excessive, car tous les déficits caloriques ne sont pas les mêmes. Pour le créer, on peut manger moins, bouger plus ou combiner les deux. Mais une de ces trois stratégies est largement supérieure aux autres. Dans l'esprit des gens, la plupart du temps, créer un déficit calorique, c'est manger moins. On réduit l'apport alimentaire, mais souvent ça s'accompagne de tout un tas de problèmes. Adaptation métabolique, changement de comportement, faim, envie, fringale, abandon, reprise du poids, mauvais sommeil, saute d'humeur ou d'énergie. Un déficit calorique en soi, c'est la différence entre les calories consommer, ce qu'on mange, et les calories dépensées via l'activité physique et le métabolisme. Et ce qu'on dépense est énormément lié au NEAT, c'est-à-dire nos niveaux d'activité quotidienne, comment on bouge en dehors de l'entraînement, de notre séance de musculation ou de cardio. Mais même des éléments comme les hormones et les neurotransmetteurs, principalement l'adrénaline, vont affecter la façon dont on dépense les calories. Du coup, pour créer ce déficit, on peut soit diminuer les calories, augmenter les dépenses, ou une combinaison des deux. Et la façon dont on crée ce déficit importe parce que plus on compte uniquement sur la restriction des calories, plus les effets secondaires négatifs risquent d'apparaître. Et ouais, ces problèmes ne sont pas causés par le fait de mincir, mais par la diminution des nutriments. Moins de vitamines, de minéraux, mais également de macronutriments comme les protéines, fibres, lipides. Des chercheurs ont étudié ça en 2009. Ils ont comparé 3 groupes qui avaient tous un déficit calorique total de 25%. Soit c'était uniquement avec l'alimentation, soit ils ont utilisé une approche combinée, donc 12,5% qui provenait de l'alimentation et l'autre moitié, 12,5% qui provenait de l'activité physique. Et le troisième groupe, quant à lui, avait un déficit calorique énorme. Il ne mangeait que 900 calories par jour. J'ai faim plus que Alain. J'ai faim plus que Alain. Les résultats, les deux groupes avec la dépense calorique de 25% ont perdu autant de graisse sur les mois qu'ont duré l'expérience. Le groupe à 25% de déficit qui provenait de l'alimentation a beaucoup plus souffert d'adaptation métabolique que celui à 12,5%. C'est-à-dire que leur métabolisme a quelque peu ralenti, mais également des changements comportementaux sont apparus. On bouge moins de manière générale, on est plus paresseux pour économiser l'énergie. Et ça, on s'en rend souvent pas compte. Mais quand on mange pas assez, le corps aura envie d'économiser son énergie en étant plus feignant. Au total, ça correspondait en moyenne à 454 calories pour ce groupe en moins de dépensés. Le groupe à 12,5%, quant à lui, n'a souffert d'aucun changement, que ce soit au niveau métabolique ou de comportement. Et pour le groupe qui mangeait presque rien, soit 900 caloriques, ces changements étaient encore plus accru. Si bien qu'au final, en moyenne, il dépensait 630 calories de moins par jour. Alors ça, c'est pas ouf. Sans compter que si on mange moins, on a encore plus de risque de craquer et d'abandonner notre régime. On se sent moins bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Et si on n'atteint jamais notre objectif de perte de poids, à quoi même ça sert de commencer un régime? De plus, si à la fin de votre sèche, vous dépensez entre 400 et 600 calories de moins, il va être beaucoup plus facile de regagner votre gras. Parce que imaginez que vous vous remettiez à manger normalement une fois que la sèche soit finie. Si vous dépensez 400 à 600 calories de moins, vous allez reprendre du gras beaucoup plus facilement que si vous n'aviez pas eu d'adaptation de métabolisme ou de comportement. Ça va être beaucoup plus dur de maintenir votre poids sur le long terme. Moi-même, je peux en témoigner, j'ai déjà essayé comme plein d'autres personnes. Si on y va trop de manière stricte, on se sent moins bien, on a des envies, des fringales, on est plus paresseux, on est moins productif et on est plus irritable. Mais si on le fait de la bonne manière, le processus est beaucoup plus simple. Maintenant, quand je fais ma sèche, ça va être de manière beaucoup plus raisonnable, mais je vais plus me dépenser. Ça a pour résultat que je me sens en super forme malgré le fait que oui, j'ai un peu faim et je suis en restriction calorique. Je me sens bien et mes performances n'ont même pas forcément diminué à la salle de sport. Je mange toujours pas mal, des glucides et même des écarts par-ci par-là. Moi, par exemple, actuellement, ce que je fais chaque semaine, c'est 15 000 pas par jour, du moins j'essaye. 7 séances de musculation. Bon, normalement, j'en ferai plutôt 5, mais c'est pour un challenge. Et je rajouterai 2 séances de cardio à la place. 1 ou 2 cours de boxe par-ci par-là en plus. Je commence chaque séance de musculation par un échauffement qui me fait bouger par un bon rythme pendant 5-10 minutes. Ça fait un petit cardio supplémentaire. Bref, oui, je suis très actif et vous n'avez probablement pas le temps de faire tout ça et vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est pour illustrer l'exemple que si on se dépense, forcément, on a moins besoin de se restreindre caloriquement. Bon, alors quelle stratégie on peut mettre en place pour essayer de bouger plus, qui est là la racine du problème? De nos jours, on est beaucoup trop sédentaire. Et je sais de quoi je parle, je suis toute la journée assis derrière un ordinateur. On parle souvent du nombre de pas effectués par jour, et bien que ça puisse être une composante importante de notre activité physique quotidienne, bouger plus, c'est pas forcément juste marcher plus. On parle d'être plus actif de manière générale. Et je comprends que tout le monde n'a pas le temps d'investir dans l'activité physique. Et peut-être que tout ce que vous pouvez vous permettre, c'est une seule séance d'entraînement par jour. Est-ce que ça signifie que vous êtes condamné? Non, pas du tout. Ça va juste rendre l'augmentation de votre dépense quotidienne plus difficile, mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. La première chose que je pratique durant tous mes entraînements quand je suis en sèche, c'est d'utiliser des temps de repos actifs. L'avantage, c'est que ça nécessite
aucun temps sur votre journée. Quand vous allez à la salle de sport et que vous faites une série, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez attendre 2-3 minutes assis sur la machine ou sur le banc en regardant votre téléphone? Non, c'est mort. On va transformer ça en repos actif. Au lieu d'avoir nos grosses fesses assises sur le banc, on se lève, on va marcher. Soit si on peut, on va sur un tapis qui est juste à côté. Bon, ça sera plus intéressant si vous avez des temps de repos longs. Vous pouvez même l'incliner pour dépenser encore plus de calories. Ou alors vous tournez en rond dans la salle. C'est ce que je fais. Oui, on va peut-être vous regarder bizarre au début, mais je vous assure, vos objectifs sont plus importants que le regard des autres. On va juste marcher normalement, hein, pas la peine de se fatiguer. Mais en une séance, moi je peux gratter facilement entre 3000 et 4000 pas. Donc c'est pas rien non plus, c'est pas négligeable et sur votre journée, ça va vous servir beaucoup. Deuxième stratégie que j'adore personnellement, c'est la marche post-repas de Stan Efferding. Après chaque repas, on va marcher 10 minutes. Si on fait 3 repas par jour, ça va rajouter entre 1800 et 2200 pas, ce qui n'est pas mal. On va dépenser des calories et ça va également faciliter la digestion. On se sentira moins ballonné et nos nutriments seront mieux absorbés. Sans compter que notre sensibilité à l'insuline sera améliorée. Effet bonus une fois de plus. Troisième option, c'est d'avoir un échauffement et une récupération cardio. Si vous faites partie de ces personnes qui vous échauffez pas, il est temps de changer ça. Rien de spécial ici, on va commencer et finir nos séances avec 5-10 minutes de cardio. Par exemple du tapis, marche inclinée, c'est excellent. Vous allez gratter encore 2000 pas, mais qui sera encore plus efficace. Faut pas être essoufflé, on devrait toujours être capable de pouvoir maintenir une conversation, mais en plus de bien nous échauffer et d'avoir un impact positif sur la séance et notre performance, on va dépenser encore des calories. Ça nous prend pas beaucoup de temps et de toute façon, on va déjà à la salle. On peut même aller plus loin et rajouter des circuits d'échauffement. Par exemple, Matt Wenning en est un grand fan. C'est un typique des entraînements de boxe, j'ai commencé à le faire à ce moment-là, mais j'aime bien utiliser des circuits, surtout pour échauffer mes épaules ou mes jambes qui sont un peu faibles. Je vais prendre 6 à 8 exercices en circuit, je vais faire 30 secondes chacun, ça va durer 4 minutes. Ce qui est bien aussi, ça va me conditionner pour la boxe, m'habituer à faire un effort non-stop pendant ce temps-là. Et ça va bien nous échauffer sur plein de mouvements différents, de manière un peu plus... Cinquième astuce, c'est tout simplement de prendre le chemin le plus long. C'est-à-dire, vous allez faire les courses, ne vous garez pas juste devant l'entrée. Garez-vous plus loin sur le parking, vous aurez juste à marcher un peu plus. Au lieu de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Ces petites choses en soi n'ont pas beaucoup d'impact, mais quand vous les additionnez à la fin de la journée, ça compte beaucoup. C'est observable dans les villes ou les quartiers où il y a beaucoup de zones piétonnes, il y a un taux d'obésité plus bas. Si vous pouvez vous balader à pied, allez-y. En plus, ça vous fera faire des économies d'essence. Ensuite, une autre option, c'est d'introduire dans votre planning un sport loisir. C'est une excellente façon d'augmenter rapidement les niveaux d'activité et la dépense énergétique sans que ça ressemble à une corvée. Par exemple, moi, avec la boxe, ça passe super vite tellement je me régale. Tant que vous bougez, tant que vous vous amusez, c'est nickel. Donc choisissez l'activité physique qui vous plaît et allez-y. Et enfin, dernière option, adoptez un chien. Ouais, vraiment, je sais. En plus de faire un heureux, à moins que si vous soyez vraiment un mauvais maître, vous aurez pas le choix que de le sortir. Il est là, il vous regarde avec son petit regard. Il faut le sortir tous les jours et ça va changer vos priorités. Malheureusement, on pense moins à Netflix pour notre petit compagnon. Bon voilà, bouger plus, c'est pas forcément s'entraîner plus. Il y a plein de façons qu'on peut mettre en place pour dépenser plus de calories. Une dernière chose à garder en tête, c'est quand même de pas brûler les étapes. Je sais que perdre du poids, c'est quelque chose d'émotionnel. On a envie d'avoir les abdos maintenant, même hier si possible. Mais on va être intelligent. Un bon taux de perte de gras, c'est 0,5 à 1% de notre poids par semaine. Si on est plus rapide, on est plus susceptible d'avoir des adaptations métaboliques négatives, mais également d'être fatigué, irritable, de mal dormir, d'avoir moins d'énergie, etc. Qui va loin ménage sa monture, n'est-ce pas? Évidemment, l'exception, c'est la première ou les 2 premières semaines de votre sèche. Vous allez perdre pas mal d'eau et de glycogène, donc oui, là, vous risquez de perdre bien plus de poids. Mais pour le reste, on veut y aller plus lentement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi quelles sont vos stratégies pour bouger plus, vous dépensez plus au quotidien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, toute astuce est bonne à prendre étant moi-même en sèche, et tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.